Bonjour à tous, bienvenue pour ce briefing du week-end de Captain Trading. Dans ce briefing, on va faire un petit retour sur la semaine qui s'est écoulée. C'est toujours important avant d'attaquer une nouvelle semaine de se situer par rapport au marché. On va voir quels sont les événements et les annonces économiques importantes à venir la semaine prochaine. On fera une analyse de BTC et de TH. On fera un petit retour sur un trade qu'on a partagé dans la NL Pro cette semaine. Et puis, je vous proposerai une analyse sur un coin que j'ai sélectionné qui me semble intéressant à trader pour ces prochains jours. On parlera aussi de la compétition Big Get, où vous êtes tous les bienvenus si vous voulez vous inscrire et participer dans l'équipe de Captain Trading. Attention, on ne fait pas de conseils en investissement, c'est uniquement un but pédagogique, afin de vous permettre de gagner en autonomie qu'on fait ces vidéos. N'oubliez jamais, faites vos propres analyses avant d'investir ou d'engager des trades. Mon pseudo sur les Discord, c'est Bubble Starter. Je suis membre de l'équipe Captain Trading. J'ai été formé chez Captain Trading. J'ai commencé comme membre du Discord Pro. Et puis cette année, j'ai franchi un nouveau cap en devenant membre du staff. Ma fonction, c'est de répondre aux questions sur les Discord avec les autres membres du staff et de proposer 2 briefings par semaine sur les 4 lives qu'on fait chaque semaine aux membres du Discord Pro. Avant de commencer, je vous fais rapidement une petite présentation de Captain Trading. On a essentiellement 2 parties. Pour ceux qui commencent le trading, on a toute une partie de contenu gratuit que vous trouvez sur le site de Captain Trading avec des tutos. Et puis ainsi que sur YouTube, on a des vidéos aussi avec des tutos. On fait un live Twitch par semaine, généralement le jeudi. On a le briefing du week-end sur YouTube, un Discord public gratuit et puis une newsletter gratuite. Il suffit de s'inscrire pour la recevoir. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur trading, on a une partie payante avec une newsletter pro. Une fois par semaine, on envoie des plans de trading, généralement le mardi. On a le Discord Pro avec 4 à 5 briefings par semaine. Et des webinaires et des vidéos payantes que vous trouvez sur le site Captain Trading. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ces contenus, vous pouvez aussi les poser bien sûr sur le Discord public. Alors si on fait un petit retour sur ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, on a un peu tous les traders qui attendaient le chiffre de vendredi sur l'inflation, le PCE aux États-Unis. Comme souvent dans ce genre de situation, quand un chiffre est attendu, c'est souvent un non-événement. Le chiffre était exactement dans les attentes. Donc on a une légère correction au moment où le chiffre a été annoncé, puis c'est revenu, les prix sont revenus un peu au niveau d'avant l'annonce. Dans les informations importantes, on a aussi la SEC qui a demandé à ceux qui voulaient faire des ETF sur ETH de fournir rapidement avant vendredi cette semaine le formulaire S1, qui est la dernière étape pour faire agréer les ETF. Donc ça veut dire que la SEC pousse pour que ça soit réglé rapidement. Donc on pourrait finalement avoir les ETF sur ETH qui pourraient être sur le marché plus rapidement que la plupart des gens pensaient. Donc ça peut être intéressant par rapport à ETH. Ça va peut-être donner un peu de pression acheteuse sur ETH. À voir. On va voir un peu ce qui s'est passé cette semaine sur le Bitcoin, sur la dominance ETH et BTC et puis sur ETH lui-même. On va regarder les graphes. Seconde. Donc là, on a le graphe du BTC en weekly. Quand on fait une analyse et qu'on veut savoir un peu où on se situe sur le marché, c'est toujours important de commencer par les plus grosses UT et puis de finir après par les plus petites. Si on regarde, eh ben ça fait un petit moment qu'on est dans un range. On a un niveau important évidemment qui est le creux weekly. Donc le poil plus bas en semaine qu'on trouve à ce niveau. Ça c'est typiquement un des niveaux à surveiller. Tant que ce niveau n'est pas cassé, en weekly on est, on peut dire haussier, même si on a eu un début de changement de structure ici avec un M, mais derrière on a directement eu un W qu'on voit bien. On peut le tracer ici, voilà, donc il commence ici, on a un sommet plus haut, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent, et puis on a un pullback sur le W. Chose intéressante, c'est que le pullback semble aller en direction du mid-range, et puis on voit que le mid-range a soutenu le prix depuis 2-3 semaines. Donc c'est aussi un niveau qu'il faudra surveiller, ici le mid-range sur BTC. S'il tient, il y a des chances qu'on retourne vers le haut, avec peut-être possibilité de break. Bon, ça peut être un rejet, hein. On n'est jamais 100% sûr en crypto de ce qui va se passer, tout est toujours possible. Il ne faut jamais se focaliser sur ce qu'on croit, mais vraiment uniquement sur ce qu'on voit. Mais pour le moment, le mid-range semble bien tenir. Tant que le mid-range tient, ça peut être intéressant éventuellement de prendre des scalps dans cette zone
Attention, hein, parce que le mid-range peut casser. Si on casse le mid-range, eh ben, le prochain niveau à surveiller, ça sera évidemment le bas de range. Le creux weekly, c'était une déviation du bas de range. Généralement, on a une déviation en bas, une déviation en haut, quand on a un range avant qu'il y ait une résolution du range. Ça, c'est ce qui se passe le plus souvent. Alors attention, quand on dit que c'est ce qui se passe le plus souvent, en crypto, on n'est jamais sûr de rien. D'ailleurs, en trading non plus pas. Si on regarde dans les autres UT, en daily par exemple, voilà, on avait eu une trendline descendante à l'intérieur du range qui a été cassée, puis ça nous a fait un joli pump. On a une deuxième trendline qui a commencé à se former, puis là on a directement cassé. Et actuellement, on est sur un pullback aussi d'un W. Hein, on peut tracer ici aussi un W. Voilà, on peut le prendre jusque là. Et puis effectivement, maintenant on a un pullback. Et qui arrive, c'est le même pullback qu'on a vu avant, hein, donc qui arrive sur le mid-range. C'est les choses intéressantes qu'on peut observer, c'est qu'on a les Shop Index qui sont chargés. Donc les Shop Index, ça donne une idée de force, mais pas de direction. Hein, donc c'est simplement dire qu'on risque d'avoir prochainement un mouvement assez important. Donc on a les Shops chargés dans la plupart des grosses UT. Hein, en 3D, on est un peu plus haut que moitié chargé. En weekly, on est à plus de 57. Et puis en daily, on est aussi chargé. Voilà, donc on verra les scénarios probables dans un instant. On va juste s'intéresser à ce qui s'est passé. Si on regarde la dominance de ETH par rapport à BTC, on voit qu'on a un énorme pivot ici, long terme, qu'on est passé en dessous et puis qu'on est en train de travailler cette zone-là. On avait un canal descendant, donc en particulier une trendline descendante ici qu'on n'a toujours pas cassé à la hausse. Mais on voit qu'avec cette mèche assez puissante, hein, suite à l'acceptation de l'ETF sur ETH, qu'on commence à avoir pas mal de force, ça sera vraiment un niveau ici à surveiller, voir si on arrive à repasser au-dessus du pivot et puis en même temps de casser la trendline descendante. Si ça arrive, ça serait intéressant parce que ça voudra dire que ETH reprend de la force et puis généralement ETH a toutes les chances d'entraîner les altcoins avec. Donc ça sera aussi intéressant par rapport aux altcoins. Si maintenant on retourne sur ETH, il s'est passé cette semaine. Voilà. Donc en weekly, on avait eu des énormes W, un gros pump, un pullback. Et puis là, on est aussi en train de commencer à construire un range assez important. On peut tracer comme ça. Hop, le sommet, la mèche la plus haute, la première mèche la plus basse. Et puis là, on voit qu'on est aussi entré en range maintenant, en grosse UT. Ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde un peu en daily, on est en train de faire une consolidation serrée. Qu'est-ce qu'on entend par consolidation serrée? Ben, c'est simplement, si on trace un Fibo, c'est une consolidation qui tient le niveau 0,236. On a eu un petit test sur les 0,382. Tant qu'on ne casse pas les 0,382, c'est positif. Et là, on semble même gentiment rester dans la zone des 0,236. Donc ça, c'est plutôt un signe très positif pour une éventuelle hausse. Alors attention, il faut surveiller parce qu'ici, on a une énorme imbalance. Hein. Une imbalance, c'est une zone où il y a eu énormément d'ordre dans un sens, mais très peu dans l'autre sens. Donc ça a tendance à attirer le prix. Donc il n'est pas exclu qu'on aille travailler un peu l'imbalance. Alors on les comble pas forcément complètement. Hein. On peut souvent s'arrêter sur un sommet précédent qu'on a ici par exemple. Ça pourrait être une zone aussi à surveiller, hein, correspond à peu près au mid-range aussi, donc on est là, même assez précisément au mid-range. Donc on est dans un niveau important. Donc au niveau de TH, ça sera un peu les zones qu'on va surveiller. Voilà, maintenant on va s'intéresser un peu au futur, la semaine prochaine. Alors ce qui est toujours très important quand on fait du trading, c'est de regarder quand il y aura des annonces économiques importante, en particulier aux États-Unis, hein, parce qu'en trading de crypto, le plus gros marché, c'est les États-Unis. Donc, c'est un peu les États-Unis qui vont leader tout le marché de la crypto. Quand il y a des annonces économiques importantes aux États-Unis, eh ben, c'est les moments où on risque d'avoir passablement de volatilité. Alors, c'est très, très difficile d'interpréter les annonces économiques parce que parfois, certaines annonces qui peuvent nous sembler plutôt bonnes pour l'économie peuvent être interprétées différemment. Typiquement, depuis pas mal de temps, on a l'emploi aux États-Unis. Quand l'emploi est bon, c'est interprété au mauvais sens, dans le sens où si l'emploi est bon, ça peut provoquer de l'inflation, et l'inflation, c'est mauvais pour les marchés financiers, vu que quand il y a de l'inflation, la Banque fédérale américaine doit augmenter les taux d'intérêt pour diminuer l'inflation. Si les taux d'intérêt augmentent, l'argent vient plus cher, donc
C'est typiquement le genre d'annonce qui pourrait nous sembler positive pour l'économie et puis qui serait interprétée par le marché comme étant négative. C'est pour ça, quand on s'intéresse à ces annonces économiques, ce qui va surtout nous intéresser, c'est à quelles heures elles ont lieu. Et puis à ces heures-là, il faudra être attentif à ce qui se passe au niveau du dollar, en particulier du Nasdaq éventuellement, enfin des indices principaux américains, voir ce qui se passe. Et puis ça nous donnera vraiment une information comment le marché a interprété l'annonce économique. C'est comme ça que c'est le plus simple pour les interpréter. Donc la semaine prochaine, on aura plein d'annonces sur l'emploi. Donc l'emploi est très surveillé actuellement à cause de l'inflation. Hein, parce que forcément, pour diminuer l'inflation, ils cherchent un peu à provoquer plus de chômage. Parce que quand il y a plus de chômage, les gens achètent moins, ça fait baisser l'inflation. Donc on aura lundi l'indice sur l'économie au niveau de l'industrie à 15h45. Donc typiquement, c'est un horaire qu'il faudra surveiller. C'est juste 15 minutes après l'ouverture des marchés aux États-Unis. Mardi, on aura la création des emplois à 4 heures. Mercredi, on aura nouveau des chiffres sur l'emploi. Et puis cette fois-ci, on aura les chiffres sur le PMI, mais sur les services, pas sur l'industrie. Jeudi, on aura les nouvelles inscriptions au chômage. Et puis vendredi, on aura le taux de chômage. Donc on voit que cette semaine, si on veut faire un mauvais jeu de mots, on ne va pas chômer. Hein. Il y aura énormément d'annonces économiques importantes, donc il y en aura tous les jours. Donc tous les jours, il risque d'avoir un peu de volatilité. Et comme il y a beaucoup d'annonces sur le chômage, elles pourraient se contredire et puis avoir un jour où ça part dans un sens et puis le lendemain ça part dans l'autre sens. Parce que finalement, si on a un mauvais chiffre le jour précédent puis que le lendemain le chiffre est pas si mauvais, c'est interprété comme moins pire, donc ça peut partir un peu dans tous les sens. Alors, comme je disais, l'idée, c'est pas forcément d'interpréter ces chiffres et puis de prendre des trades par rapport à ces chiffres, mais c'est simplement de surveiller ce qui se passe au niveau des prix, hein, de la PA, de la price action, typiquement à ces horaires-là. Ça s'intéresse aux différents scénarios qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin et puis sur ETH, et puis donc indirectement, quand on regarde ETH, on a aussi un peu une idée de ce qui peut se passer en moyenne sur les altcoins. Voilà, on revient sur nos graphiques qu'on a vus avant. Donc il y a des niveaux qui sont très importants à surveiller. Typiquement, quand on a un range, on peut avoir des déviations. On en a une sur le bas de range, on n'en a pas encore eu sur le haut de range. Donc les déviations, c'est quoi? Simplement qu'on fait un fake-out, c'est-à-dire on donne l'impression que le cours va sortir du range et puis en réalité, on réintègre peu de temps après. Et puis généralement, ça fait partir le prix franchement dans l'autre direction. Donc typiquement, si on a une déviation sur le haut de range et puis qu'on réintègre, c'est très très baissier. On a toutes les chances de descendre, rechercher le bas de range assez rapidement en fonction de ce qui se passe. Un peu mieux, voilà. Typiquement, c'est ce genre de PA qu'on pourrait avoir si on a une déviation. C'est pour ça que quand on sort d'un range, il faut toujours surveiller ce qui va se passer avant de s'engager, ou c'est préférable de surveiller ce qui va se passer. Si on tient le haut de range et puis qu'on rebondit dessus, là c'est plutôt bon signe. Et puis là, on peut avoir l'inverse, donc une hausse et puis le prix qui repart à la hausse. Donc ça, c'est toujours important de bien surveiller nos hauts et nos bas de range. La même chose en bas de range. Hein. Si on a par exemple ici, cette semaine ou dans une ou deux semaines, un rejet du haut de range et puis qu'on commence à attaquer le bas de range, il faudra être très très attentif sur ce qui va se passer sur le bas de range. Généralement, si on a une déviation, c'est plutôt mauvais signe parce qu'on en a déjà une. Il y a toutes les chances que ça veut dire qu'on est en train de sortir du range et puis qu'on va aller chercher les liquidités plus bas. Ici, on a typiquement une zone de liquidité où il peut y avoir passablement d'ordre à aller chercher. Donc ça pourrait être un point à surveiller. Je dirais toute la zone en réalité où on a eu pas mal d'actions de prix. Toute cette zone-là, ça sera une zone à surveiller si on sort du range. Donc on ne peut pas prédire l'avenir, hein. C'est difficile de se dire cette semaine il va se passer ça, je vais trader telle ou telle chose. Non, il faut surveiller les prix. Puis quand on est en range, on a les niveaux importants, haut de range, mid-range et puis bas de range. Évidemment, quand on est haut de range, c'est l'occasion de prendre des shorts parce qu'on a toutes les chances d'être rejeté puis de repartir chercher le bas de range. C'est l'occasion de prendre des longs. Il faut toujours attendre qu'on ait vraiment vu ce qui va se passer, si on a un W, une réaction. Bien sûr, au haut de range, on a un M-top, par exemple un double top. Une structure de ce genre qui est baissière, on pourra prendre un short après qu'on ait eu détecté la structure baissière. Sur ETH, on a vu tout à l'heure, quand on a fait l'analyse, qu'on avait une consolidation serrée. Donc là aussi, c'est des zones qu'on va surveiller. Donc les deux niveaux ici qu'on a, hein, on l'a à 3976. Donc si on dépasse les 3976, on va attaquer le haut de range.
Et puis là, il faudra être très attentif à ce qui se passe si on a un rejet. Hein, si le prix commence à partir et puis réintégrer, ça sera mauvais signe. Là, ça sera peut-être l'occasion d'entrer en short. Si on a quelque chose de comme ça, hop, 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 et puis on réintègre. À partir du moment qu'on réintègre, souvent on a un pullback contre le haut de range. Et puis là, c'est souvent l'occasion d'entrer en short. Par contre, si au contraire, on commence à construire quelque chose au-dessus du range, alors là, il y a toutes les chances qu'on parte à la hausse. Donc, ça sera intéressant. Et puis avant, j'ai cité quand on a fait l'analyse, hein, on a Steam Balance à chercher. Donc ici, on a différents niveaux. Hein, le mid-range à surveiller. Là, éventuellement, personnellement, j'aime pas trop entrer sur les mid-range. Je prends rarement des longues sur les mid-range voilà, parce que ça tient pas toujours. Mais ça peut être, disons, un endroit où on peut, pour ceux qui aiment bien trader les mid-range, entrer. Et puis sinon, bien sûr, le bas de range. Et puis là, même principe qu'on a vu avant sur BTC. Hein, soit on sort du range et puis on réintègre. Hein, là, on n'a pas encore eu de déviation sur ETH, donc ça serait une possibilité. Ou effectivement, on commence à sortir du range et puis on commence à construire quelque chose en dessous. Là, c'est mauvais signe. Donc c'est important d'être toujours prêt pour tous les scénarios possibles. Hein. Le plus probable quand on est en range, c'est que le range continue pendant un certain temps. Hein, généralement, on considère que 80% du temps, on est en range, 20% on est en tendance. Donc, qu'on sort des ranges par le haut, par le bas. Donc, on a plus de chances d'être juste. On considère qu'on est en range que l'inverse. Et puis, ce qui sera aussi important, c'est de bien surveiller ce qui se passe entre la dominance de TH et BTC, parce que ça nous donnera une indication sur la possibilité d'avoir des alts qui reprennent la force ou bien le contraire. Hein. À partir du moment que TH reprend de la force par rapport à BTC, c'est plutôt bon signe pour tout ce qui est des halcones. Hein. Le TH étant le premier halcone, le plus gros. Donc souvent, il entraîne les autres avec. Voilà, cette semaine, dans la NL Pro, on a proposé un trade sur LDO. Alors, quand on reçoit la NL Pro, hein, on reçoit un PDF avec des informations où il y a un raisonnement pourquoi le compte pourrait être intéressant. Typiquement sur LDO, on avait repéré un W en 3D, par exemple. Donc, on a toute une explication. Donc, on est entré avec un pullback. Généralement, c'est des structures assez intéressantes quand on a des W avec un pullback soit sur la ligne de coup du W, soit sur les creux précédents. Donc, si je regardais le DO ici, voilà. On avait aussi une ligne de tendance baissière qu'on a cassée à la hausse avec un retest. Et puis après, c'est parti. Puis nous, comme on a analysé le cône à ce moment-là, eh ben, on a proposé de le prendre où il était par là quand on l'a proposé, c'était lundi, dimanche et lundi, donc il était dans cette zone. Il y avait une forte probabilité qu'on ait un pullback, donc on a proposé une entrée sous le pullback. Si on regarde en dézoomant un peu, on voit qu'on avait un pivot. Hein, les pivots, c'est des endroits où le prix a tendance à rebondir en faisant support ou au contraire, par moment, ben, il fait résistance et puis il repousse le prix. Hein, donc là, on voit bien, là, on a rebondi, là, on a été repoussé. Là, on a été repoussé, hop, après la franchie, puis effectivement, la fois suivante, on a rebondi dessus. Donc, les pivots sont toujours des zones intéressantes pour entrer. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé ce point d'entrée avec un TP pris dans cette zone. Donc, on a déjà eu le premier TP. Le trade continue à tourner. On a une belle structure avec un magnifique oise en H4. Hein, donc, un oise, c'est une tête épaule inversée. Et puis, maintenant, en ce moment, on est en train de faire un pullback dessus. Donc, on va voir s'il repart. Ça va sûrement dépendre beaucoup de ce qui se passe sur BTC et puis ETH, la suite. Alors, cette semaine, je me suis intéressé, enfin, cette fin de semaine, je me suis intéressé à Solana. Alors, sur Solana, on a eu des news qui étaient positives, entre autres PayPal qui vont utiliser la blockchain Solana pour leur stablecoin. Ça fait aussi un petit moment qu'on a pas mal de pumps sur les mêmes coins qui sont souvent sur la blockchain Solana. Et puis Solana est dans une localisation intéressante. Quand je dis intéressante, eh ben, c'est qu'il n'est pas à un sommet ou à haut de range. Donc il a un potentiel encore de monter. Donc si on analyse un peu ça. Alors ce qui est important quand je choisis un compte par rapport à des news, c'est pas les news qui vont faire que je vais prendre un trade dessus. C'est pas parce que j'ai entendu dire que PayPal allait utiliser la blockchain Solana pour son stablecoin que je vais prendre un trade sur Solana. L'idée étant plutôt, ben, ça va attirer mon attention sur le coin, parce qu'effectivement, il y a des chances que ça provoque une pression haussière quand il y a des bonnes nouvelles. Alors parfois c'est des fake news, des fois c'est des nouvelles qui
qui sont que court-termistes ou parfois plus long-termistes. Donc ça, c'est toujours un peu difficile à interpréter. Mais une fois que je me suis intéressé au compte, eh ben, je vais un peu analyser la PA qui nous donne. Et puis en fonction de la PA, ben, je vais choisir une zone d'entrée. Et puis si j'ai ce qui m'intéresse dans cette zone d'entrée, ça sera un trade que je pourrais prendre. Donc typiquement au niveau de la zone d'entrée, ben, si on regarde Solana par exemple en H4, hein, en 4 heures, on voit qu'on a eu d'abord des W ici, on a eu une grosse hausse et puis on a eu un pullback assez important où là on a carrément une structure baissière, donc c'est plutôt négatif ça, avec un rebond sur ce niveau-là, qui était proche d'un pivot, qu'on avait juste un peu en dessous. Donc une zone, de toute façon, il y a eu beaucoup d'actions de prix, hein, on peut aussi tracer un pivot par rapport à ces creux-là, par exemple. Ici, on a un creux, ici, on a un creux qui a rebondi juste dessus. Ici, on a un sommet où ça a été repoussé, donc on a aussi un pivot à ce niveau-là. Donc, c'est des zones intéressantes pour entrer. Et puis là, sur le rebond, on a eu d'abord un premier W, puis après, le W a été annulé par un M. Mais ça, c'est assez fréquent qu'en petite UT, on ait un retournement de structure. Ça ne veut pas dire que ça va nous retourner les plus grosses UT. Si je regarde en plus grosse UT, typiquement ici, je vois qu'en daily, je suis haussier, hein, parce que j'ai des creux toujours plus hauts et des sommets toujours plus hauts. Hein, on a ici un creux, ici un creux. Là, on a eu un sommet, là, on a un sommet plus haut. Et puis, là, on a fait un pullback sur ce zone-là. Et maintenant, il faudra surveiller ce qui se passe. Donc là, je n'entrerai pas dessus parce que pour le moment, ben, on est quand même relativement baissier. Mais on peut s'attendre à un rebond sur le pivot ici, qu'il aille rechercher les liquidités qui se trouvent sous ces creux. Hein. Sous ces creux, on a plein de liquidités parce qu'il y a plein de gens qui ont pris des longues et puis qu'on met leur SL dans cette zone-là. Donc c'est une zone intéressante. Et puis en 1 heure, alors c'est pas une UT qui est très très importante, l'une heure, mais on a quand même un order block, hein, donc une zone où on a eu 2 bougies en sens inverse sans que le prix retourne dans la zone. Et souvent les order blocks eh ben, sont retravaillés, donc on pourrait très bien avoir un pullback juste au niveau de l'order block. C'est ce zone-là que je vais surveiller, c'est pour ça que j'ai mis ma zone d'entrée comme ça ici. Par contre, j'entrerai sur ce trade uniquement si dans ce zone-là, j'ai quelque chose qui se construit comme un W par exemple H4 ou qu'on voit qu'il y a un retournement de tendance. Parce que pour le moment, on a quand même retourné la tendance et on est plutôt baissier. On voit qu'on a quelque chose qui ressemble un peu à une consolidation sur ces niveaux-là. Mais voilà, je ne prendrai pas le risque d'entrer ici. Ça pourrait être une entrée, mais à mon avis, elle est un peu trop risquée pour le moment. Donc on ne voit pas ce qui se passe sur BTC et ETH. Surtout que là, on est en fin de semaine. La semaine prochaine n'a pas encore commencé. Et puis, généralement, il faut attendre le lundi avant de prendre des trades. Parce que le lundi, on a souvent la correction du week-end. Enfin, c'est jamais trop un bon jour pour entrer dans des trades le lundi. C'est toujours mieux d'attendre les premières annonces économiques, qu'on voit la tendance de la semaine au niveau de la PA. Voilà, dans quelques jours, le 6 juin, il y aura une compétition de trading futur sur BigGet. On va monter une équipe. Vous trouverez le lien de l'équipe dans la description de la vidéo. C'est ouvert à tous. Pour ceux qui n'auraient pas encore de compte BigGet, eh ben, c'est peut-être l'occasion d'utiliser le lien d'affiliation qui permet d'obtenir certains avantages. Et puis pour la compétition, il faut un montant minimum sur le compte de 100 $. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Pourquoi faire des compétitions? Ben, ça permet déjà un peu de se comparer par rapport à une situation du marché aux autres traders. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu avec les stratégies qu'on utilise où on se situe par rapport aux autres. Moi, j'aime bien faire les compétitions pour tester mon mindset parce qu'effectivement, pendant la compétition, on a un petit peu tendance à avoir un stress supplémentaire dû à la compétition. Et puis, d'apprendre à contrôler ce stress et de ne pas FOMO pendant une compétition, c'est un très bon entraînement pour les périodes où le trading est particulièrement difficile. C'est pour ça, moi, j'aime bien les compétitions. Parfois, je fais des très bons résultats, parfois, ouais, ça, c'est le problème des compétitions. Après, certains, ben, ils aiment bien les compétitions pour le fun. Donc, on peut aussi passer en mode compétition, comme on a un tout petit montant sur le compte. On va pas risquer grand-chose, enfin 100 $ quoi, qu'on va risquer. Donc certains vont faire ça pour le fun et puis avoir des stratégies un peu plus agressives en mode compétition avec un peu de risk management un peu différent. Ça c'est un peu comme on veut hein, quand on fait une compétition. Soit on préfère continuer à trader normalement
pour justement un peu voir les résultats sur une période donnée par rapport à d'autres, dans une situation de marché qui peut être compliquée ou au contraire moins compliquée. Et puis, ce qu'il faut faire attention, c'est que généralement, quand on n'a pas trop l'habitude des compétitions, c'est important de ne pas mettre trop d'argent sous le compte. Résultat de la compétition, c'est en pourcentage, en PNL. Donc, même si on a un petit montant, on a toutes les mêmes chances que d'autres traders qui mettent des gros montants. Donc, le montant n'a pas d'importance pour le classement de la compétition. Là, c'est une compétition par équipe, hein, donc il y aura un classement individuel dans l'équipe et puis le classement de l'équipe. Si on laisse un petit montant, eh ben, si jamais on FOMO trop et puis qu'on se prend un peu trop au jeu et puis qu'on commence à prendre trop de risques et puis qu'on se fait liquider le compte, eh ben, on aura perdu qu'un petit montant. C'est un peu ça l'idée. Comment on peut faire ça? Ben, il suffit d'enlever ce qu'on a en trop sur le compte en le mettant par exemple sur le spot pendant la durée de la compétition. Attention, il faut le faire avant le début de la compétition. Ou alors, si on veut continuer à trader sur des trades hors compète, parce qu'on a envie d'un peu tester des choses pendant la compétition, puis qu'on veut quand même trader hors compète pendant ce temps, on peut très bien ouvrir un sous-compte. Par contre, il faut utiliser pour la compète le compte principal. Hein. Ils n'autorisent pas les sous-comptes pour éviter qu'il y en ait qui utilisent plusieurs sous-comptes pour participer à la compétition. Du style prendre des gros risques, faire liquider pour un sous-compte, et puis on se réinscrit à la compétition, vu qu'on peut s'inscrire même quand la compétition a déjà commencé. Donc, pour éviter ça, ben, ils exigent qu'on utilise le compte principal pour la compétition. Donc, si on ne veut pas trader avec un trop gros montant, ben, il faut enlever le montant en trop du compte principal. Ah, puis pour s'inscrire, ben, il suffit d'aller sur le site BigGet et puis rejoindre une équipe. Et puis après, vous sélectionnez l'équipe Captain Trading. Normalement, il y aura un lien en description dans ce vidéo qui sera mis pour arriver directement au bon endroit pour pouvoir participer à la compétition. Voilà, puis sinon, pour conclure, ce briefing... Je rappelle toujours le plus important en début de semaine, c'est d'être prêt pour tous les scénarios. Hein, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète et puis se dire ouais, la semaine prochaine ça va monter, je vais prendre des longues ou bien le contraire, ou je sens que le marché sent mauvais, je vais prendre que des shorts. Non, il faut prévoir ces plans. On peut prévoir des plans short, des plans longs, on peut prévoir des plans pour si le marché reste en range. Et puis on attend de voir quelle information nous donne le prix. Qu'est-ce qui se passe, en particulier les premiers jours de la semaine, avant d'entrer dans des scénarios. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce briefing vous a plu. Et à la semaine prochaine pour ceux qui suivront le prochain briefing.